Son nom vient de Sugar Bear, l'ourson en sucre. Tout un programme, un sobriquet d'enfance qui nuit va guère. Suge Knight, c'est 120 kilos de muscles et de rage qui laisse derrière lui une myriade d'actes tous plus ultra-violents et déments les uns que les autres. Le dernier épisode en date, c'était le 29 janvier 2015. Notre petit ourson en sucre était arrêté par le LAPD pour le meurtre de l'acteur Terry Carter et la tentative de meurtre du réalisateur Clay Sloan. « 10 janvier 2015 à Compton, l'un des quartiers les plus pauvres de Los Angeles. Un homme roule sur 2 personnes au volant de son énorme 4x4. Bilan, un mort, un blessé grave. Il a traîné le corps de cet homme sur plusieurs mètres, au-delà du champ de la caméra de surveillance, et il ne s'est même pas arrêté. Les secours interviennent rapidement, mais l'une des 2 victimes est déjà morte. L'autre est transférée à l'hôpital dans un état grave. Les soupçons vont se porter immédiatement sur l'une des figures les plus sulfureuses de la Cité des Anges. We just learned that rat mogul Suge Knight has been arrested, accused of possibly being behind the wheel in a car that ran over 2 men, not once but twice. Des caméras de surveillance, une tripotée de témoins directs, un passif judiciaire à faire pâlir Al Capone, Suge Knight est acculé. Il se rend le soir même aux autorités. Comme un condamné à mort qui accède à sa dernière volonté, il fume un ultime cigare avant d'affronter la justice. Maintenant qu'ils l'ont, vous pouvez être sûr qu'ils vont pas le laisser partir, ils vont trouver n'importe quel moyen pour le garder. L'affaire semble vraiment très mal partie pour Suge. Ils ont énormément de preuves. Des témoins ont assisté à la scène et ils ont la vidéo de surveillance. Ils ont transféré son cas au tribunal jugeant les crimes les plus graves. Et le bureau du shérif enquête sur l'affaire avec ses meilleurs hommes. Ils vont faire leur maximum pour le maintenir au frais. Ça sent très mauvais pour Suge. Je ne pense pas qu'il ressortira. À mon avis, Suge Knight va passer le reste de sa vie en prison. Los Angeles, la Cité des Anges, capitale mondiale de l'entertainment. Ici, les fortunes se font et se défont à la vitesse d'une balle de Smith & Wesson. Mais Los Angeles, c'est aussi Compton, Watts, Long Beach, autant de quartiers gangrénés par le trafic de drogue, le crime organisé. C'est dans ce contexte ultra-violent qu'ont émergé 3 des plus grandes stars du hip-hop mondial sous la houlette d'un seul et même homme, Suge Knight. Il avait sous sa coupe Tupac, Snoop, Dr. Dre. Il se faisait un fric fou. Suge Knight, c'est le parrain du gangsta rap, l'homme qui a importé les méthodes expéditives des bas-fonds de LA dans les quartiers chics d'Hollywood. Suge était probablement le gangster le plus puissant de la côte ouest. En tout cas, le plus puissant de Los Angeles. Un empire musical basé sur le racket, la violence et l'intimidation que la police de Los Angeles rêve de mettre à terre. On dispose de sources dignes de confiance qui nous disent que Suge était impliqué dans le trafic de drogue. C'est l'histoire d'un enfant du ghetto, devenu en quelques années l'un des hommes les plus craints des États-Unis. Un producteur de musique légendaire, mais aussi un chef de gang redouté qui a imposé sa loi par la force. Suge était obligé de s'impliquer personnellement dans certaines activités criminelles, car sinon, il aurait perdu sa crédibilité. Les gens avaient peur de Suge Knight. Je pense que les gens ont toujours peur de lui. Et peut-être pour de bonnes raisons, vous savez. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec lui, mais il semble qu'il sait se faire des amis partout où il passe. Enfin, peut-être pas vraiment le genre d'amis que vous voudriez avoir. Des avocats de la mafia italienne comme associés? Pendant les réunions, il était toujours là, parlait à l'oreille de Suge, il était présent en permanence. Des membres des gangs parmi les plus dangereux au monde pour armée privée.
La musique, la violence, les filles, le business, la drogue, l'argent. Beaucoup d'argent, des montagnes de dollars, des meurtres aussi, dont celui de Tupac Shakur, légende vivante du rap game dont l'assassinat à Las Vegas entraînera la chute de Knight. Vous n'entendez personne dire c'est injuste ce qui lui arrive, mais vous entendez beaucoup de gens dire ça lui pendait au nez. Il y a même des gens qui sont contents qu'il soit dans cette situation, parce qu'il y a eu dans son sillage beaucoup de meurtres dont certains pensent qu'il est responsable. C'est le mec qui était dans la voiture avec Tupac quand il a été assassiné. On pense qu'il est lié à l'assassinat de Biggie Smalls. Qu'il soit vraiment derrière tout ça ou non, toutes ces histoires qu'on lui prête font de lui un personnage hors du commun. Juin 2015. Nous partons pour Compton, à 20 km du centre-ville de Los Angeles. J'ai rendez-vous avec O.J. Daddy V, un ami d'enfance de Suge et des deux victimes. Je le retrouve sur le lieu du drame. 6 mois ont passé et la vidéo de l'affaire a fait le tour du monde. Et O.J. se demande encore comment 3 personnes qui se connaissaient depuis toujours ont pu en arriver là. Ici, on est à l'endroit où l'accident tragique qui a impliqué Suge Knight et mon ami Sloan s'est déroulé. Suge voulait voir comment on le faisait apparaître dans le film. Ils ont essayé de le maintenir à l'écart, ils se sont disputés, ça a commencé à dégénérer, et il a malheureusement fini par rouler sur Sloan et a renversé Terry Carter, un de mes amis aussi. Tout le monde aimait Terry Carter, même Suge, c'était son ami aussi. Je ne sais pas, mec. C'est comme ça. Bienvenue à Compton. Compton, l'une des zones les plus craignos de Los Angeles, là où l'histoire de Suge commence et là où elle pourrait se terminer. C'est au milieu des dealers et des laissés-pour-compte que Suge passe son adolescence dans les années 80. À cette époque, Compton est le berceau des Bloods et des Crips, 2 gangs rivaux qui font régner la terreur et installent un climat de guérilla urbaine, faisant de la ville la capitale américaine du meurtre. C'est dans cette maison que Suge Knight passe une enfance plutôt protégée dans une famille de classe moyenne. Il va au collège, joue au football américain à un haut niveau. Pour Reggie Wright, ami d'enfance, c'est cet engagement sportif qui a permis à Suge de ne pas tomber dans les gangs. On a grandi dans un quartier Bloods, et par la suite, le quartier où on allait au lycée était tenu par les Crips. Mais nous, on était des sportifs. Les sportifs ne fréquentaient pas les gangs, et les membres des gangs n'embêtaient pas les sportifs. Il y avait une sorte de respect mutuel. Une version confirmée par la police. Suge n'a jamais été associé à aucun gang durant son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Le jeune Suge, 1m98 pour 130 kg de muscles, rêve de devenir footballeur professionnel. Il se rend pourtant vite compte qu'il n'a pas tout à fait le niveau et s'oriente vers un autre filon, la musique. C'était un de nos gardes du corps. Au début, c'était le garde du corps de The DOC, un de nos rappeurs de Ruthless. À cette époque, portée par le label Ruthless Records, les rues de Compton vivent une révolution, la naissance du gangsta rap. Figure de proue de ce mouvement et cofondateur du label, un enfant de Compton, Eazy-E. Why Compton? Je pense que le rap a été si important ici à cause de la difficulté de grandir dans le quartier dans les années 70, 80 et même 90. Quand les mecs se mettent à rapper, c'est vraiment intense. Parce que le combat pour survivre ici est si âpre. Compton est un petit quartier avec beaucoup de gangs qui luttent pour leur territoire. Ancien trafiquant de drogue, Eazy s'est servi des bénéfices engrangés en dealant pour fonder avec Jerry Heller, un magnat de l'industrie musicale, la maison de disques Ruthless Records. Compton regorge alors de jeunes bourrés de talent. Eazy repère la crème de la crème, Ice Cube, The DOC et un certain Dr. Dre, et les met sous contrat chez Ruthless
pour fonder NWA, le collectif mythique qui s'autoproclame alors groupe le plus dangereux de la planète. NWA vend des millions d'albums et fait la fortune des deux patrons du label. Les tensions ne tardent pourtant pas à émerger, certains membres du groupe accusant Eazy de ne pas leur reverser suffisamment d'argent. Garde du corps chez Ruthless, Suge observe, enregistre et apprend. Il était toujours souriant, amical, un mec sympa quoi. Affable en surface, le Suge, mais en sous-main, il rêve déjà de détrôner Jerry Heller et Eazy en montant son propre label. Et c'est en 1990 qu'une rencontre va lui donner l'occasion de mettre un pied dans le business. Il est devenu le manager d'un mec qui écrivait des chansons, Mario Johnson, plus connu sous le nom de Chocolate. Suge a ramené Chocolate à Los Angeles pour qu'il fasse son trou dans l'industrie musicale. Un jour, Chocolate regardait MTV et il voit Vanilla Ice en train de rapper sa chanson, Ice Ice Baby. Une chanson qu'il avait écrite et pour laquelle il n'avait jamais été payé. Et pas n'importe quelle chanson. Avec 11 millions d'exemplaires vendus, Ice Ice Baby est le plus gros tube de l'époque et rapporte à son interprète des millions de dollars. Un pactole sur lequel Suge fonce tête baissée. Il décide de faire valoir les droits d'auteur de son nouveau poulain, façon ghetto. La rumeur dit que pour obliger Vanilla Ice à lâcher le morceau, il le suspend tout simplement dans le vide du dernier étage d'un immeuble. Le mythe Suge Knight est né. Cette histoire avec Vanilla Ice, il m'a toujours dit que ça ne s'était pas passé exactement comme ça. Disons qu'ils étaient sur un balcon et il lui a dit « Bon Dieu, ça ferait une sacrée chute d'ici. Ce serait plutôt effrayant si quelqu'un tombait de si haut. » Je ne sais pas s'il a suspendu par-dessus un balcon ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a fini par signer un arrangement avec Sony et Capitol concernant les droits d'auteur. Ils avaient d'abord refusé de payer, alors on avait engagé une procédure judiciaire et ils ont fini par accepter de régler ces droits d'auteur. Ce n'est pas parce que Vanilla Ice a été intimidé qu'on a eu gain de cause, mais parce qu'on les a menacés d'un procès. Il y a donc les faits et la légende. Suge décide quant à lui de mettre à profit la seconde. Vous savez, c'est une de ces légendes urbaines, et il faut bien dire que ça a aidé Suge à construire sa réputation de dur à cuire. L'aura de terreur qui entoure Suge, son habileté certaine à recouvrir les dettes, se répand comme une traînée de poudre dans la ville et ne tarde pas à tomber dans l'oreille d'un autre artiste mécontent de son sort. À peine un mois après cette histoire, Suge est revenu me voir et m'a dit qu'il avait un nouveau client qui n'était pas payé non plus. Il s'est avéré que c'était Dr. Dre. Suge essayait de convaincre Dre qu'il devrait demander plus d'argent et de pouvoir pour devenir un des copropriétaires de la maison de disques. Je pense que s'ils avaient mieux traité Dre, les choses seraient restées cool. Ce n'était pas mes affaires, mais je suis sûr que s'ils lui avaient offert un meilleur deal, il serait resté. Eazy-E est bien l'homme qui a initié Ruthless. Mais c'est grâce au talent de producteur de Dr. Dre, l'inventeur du son gangsta, que son label cartonne. De NWA à The DOC, en passant par Michele et JJ Fad, chaque album produit par Dre dépasse le million d'exemplaires. Il me parlait de tous ces disques à succès et je lui disais « Et tu n'as pas été payé ?» Il disait « Non, on a créé cette compagnie avec Eazy et on devait être associés. Eazy devait s'occuper du côté business, moi du côté créatif. Et en un rien de temps, Eazy et Jerry Heller se sont associés et moi je me suis retrouvé sur la touche. Cela fait des mois que Dre ronge son frein. Il n'estime ne toucher que des cacahuètes sur les succès de Ruthless. Suge n'a donc aucun mal à le persuader de quitter le label. Ne reste qu'un petit détail à régler. Rompre les contrats liant Dre à Eazy-E. Et à Compton, ce n'est pas vraiment autour d'une table qu'on négocie.
Un jour, Shug s'est pointé dans les bureaux de notre avocat, un gars qui s'appelait Irizelski. Et il a réclamé les contrats de Dr. Dre, Michele et de DOC. Il lui a fait vraiment très peur. Et l'avocat lui a donné les contrats. Quand je suis arrivé, Dre était là et disait « Oh bordel, Irie s'est pissé dessus ». Irie était un des avocats. Ils étaient allés dans son bureau, lui avaient braqué un flingue sur la tête pour qu'il leur donne des contrats. Et il s'était pissé dessus de peur, je crois. C'était une période plutôt brutale. J'étais dans mon bureau quand tout cela est arrivé. Et Shug m'a également menacé. Pourtant, on était amis. Enfin, au début en tout cas. Il s'est introduit dans mon bureau, il a fermé la porte. Il avait un flingue dans son pantalon et il a commencé à me menacer, à dire que j'avais manqué de respect à Dre et à Michele, ce qui était complètement faux, bien sûr. La guerre est déclarée entre Shug et Eazy-E. À la menace sur les contrats de ces artistes, Ruthless répond par le surarmement et rameute tout ce que la rue compte de gros bras. À cette époque, Animal, c'est son surnom, est embauché en tant que garde du corps pour protéger les boss de Ruthless. Il y avait des rumeurs qui couraient. Enfin, c'était plus que des rumeurs. Tout ça était bien réel. Tout le monde savait que Shug était en train de se faire un nom par la force. C'est pour ça que quand il a commencé à s'en prendre à Ruthless, Jerry Heller était effrayé, car il savait que Shug n'était pas vraiment quelqu'un à prendre à la légère. Donc il a dû engager des mecs aussi imposants que lui. Moi et mes potes. Ça ne rigolait pas du tout, parce que c'était pas juste Shug. Il avait une petite armée à ses côtés. Il était affilié aux Bloods, et il en avait une tripotée à ses côtés. Ces mecs étaient impitoyables, et nous aussi. Nous, on avait des Crips, parce qu'Eazy avait grandi dans un quartier Crips. Moi, à l'époque, je ne connaissais rien aux gangs. Tout le monde dans nos bureaux était armé, à part moi. J'avais juste un flingue en plastique, mais même nos secrétaires étaient armés. Et nos gardes du corps aussi, bien sûr. On avait des Uzi, des fusils de chasse, on était sur le qui-vive, prêts à toute éventualité, et on avait vraiment la trouille. L'affrontement se déroule au plus fort de la guerre des gangs et vient l'intensifier. Compton est depuis le début des années 70 divisé en territoires rouges, les Bloods d'un côté, et bleus, les Crips de l'autre. Shug a grandi avec les premiers, Eazy avec les seconds. Les alliances se font donc naturellement. Et dans ce climat délétère entre trafic de drogue et règlement de compte, tous les coups sont permis. Un jour, Dre a appelé Eazy pour négocier et régler le problème. Il a dit à Eazy de le retrouver dans un studio, en lui demandant de venir sans ses gardes du corps et en lui promettant qu'il viendrait seul, lui aussi. En fait, c'était un guet-apens. Dre n'était pas là, mais Shug, oui, avec pas mal de ses gros bras armés de battes et de barres de fer. Shug a dit à Eazy qu'il avait envoyé un de ses gars dans la maison de sa mère et qu'il détenait Jerry Heller dans un van. Donc, qu'il ferait mieux de signer ses contrats de rupture avec Dre, avec The DOC et avec Michele, sans contrepartie financière, bien sûr. Ou alors, ils allaient finir par tuer les otages et le tabasser à mort. Eazy m'a dit qu'il n'avait pas peur, mais qu'entouré de mecs armés de battes, n'importe qui aurait fini par signer. C'était pas beau à voir. C'était violent, et il y a eu des tensions pendant longtemps. On avait peur que des hommes de main de Shug débarquent à nouveau dans les studios de Ruthless ou ailleurs. C'était une époque plutôt dangereuse. Après avoir abandonné sa carrière de footballeur et mûri l'idée de fonder un label de musique, Shug décide que ce label serait une sorte de label de gangster.
Shug a désormais l'appui des Bloods. Il est parvenu à exfiltrer l'artiste majeur de Ruthless. Il ne lui manque qu'une chose pour monter son label, de l'argent. Et c'est grâce à l'entregent d'un avocat un peu spécial que les choses vont se décanter. David Kenner était un avocat criminel un peu extravagant, qui avait défendu de nombreux types dont on savait qu'ils étaient des trafiquants de drogue. À Los Angeles, les trafiquants de drogue, c'est pas ça qui manque. Et à milieu des petits guetteurs de rue, une poignée d'entre eux sont devenus de vrais nababs de la poudre. The story of a man who tried to murder his best friend. At the same time, he was attempting to win his way into Beverly Hills acceptance. This is Michael Harris, a man drug agents describe as a major cocaine trafficker. At the young age of 26, he had already made millions of dollars. These are his roots, the streets of South Central Los Angeles, where he started pushing dope on street corners and hung with a blood street gang called the Bounty Hunters. In the drug world, he is known as Harry-O. Harry-O est le plus puissant de ses parrains de la coke. Et ça tombe bien, son avocat s'appelle David Kenner. Michael Harris, Dave Kenner. Le lien entre Michael Harris, David Kenner et Suge Knight est le suivant. David Kenner était l'avocat criminel de Michael Harris. Il se battait pour le faire sortir de prison. Mais David Kenner voulait aussi mettre un pied dans le monde du spectacle, à cause du côté glamour de la chose. Et donc David Kenner a fait l'intermédiaire entre Suge Knight et Michael Harris. Le problème éternel d'un dealer de drogue, c'est de blanchir son argent. Et la solution d'Harry-O en la matière, c'est d'investir dans le showbiz. Déjà producteur de shows à Broadway, non sans talent, puisque c'est lui qui lance la carrière d'un certain Denzel Washington, il décide de diversifier ses activités en se lançant dans la musique. Le véritable lancement du label s'est fait grâce à un dénommé Michael Harry-O Harris, connu pour être un des plus célèbres trafiquants de drogue de Los Angeles. Michael Harris représentait le cash, et le cash était juste ce dont ils avaient besoin pour lancer Death Row Records. Un avocat fricotant avec des dealers, un baron de la coke devant blanchir son argent, un apprenti producteur en mal de cash. C'est le combo parfait pour lancer le label spécialisé dans le gangsta rap, avec un nom mitonné aux petits oignons, Death Row Records. Littéralement le couloir de la mort, celui qu'empruntent les condamnés à la chaise électrique. La plupart des gens qu'on connaissait étaient dans le couloir de la mort, ou étaient en prison, ou avaient des problèmes avec la loi. Donc c'était juste un nom parfait pour nous. Sitôt le label monté, Dr. Dre rentre en studio pour enregistrer son premier disque. Dans l'euphorie générale, les locaux sont envahis par un mélange hétéroclite de rappeurs de quartier et de bad boys fumeurs de weed. Et dès le premier jour, Suge décide de marquer son territoire en posant les bases de sa conception très personnelle du management. Cette nuit-là, Suge est allé au studio. Et en arrivant, il a vu un mec au téléphone. Il lui a dit de raccrocher. Le mec ne connaissait pas vraiment Suge et lui a dit « Écoute, je suis invité par Dre et il m'a donné la permission d'utiliser le téléphone, donc va te faire foutre. » Et il s'est remis à discuter. Suge a vu rouge. Il est redescendu à sa voiture, a pris un flingue, est remonté, a braqué le pistolet sur la tête du type en lui disant « Je t'avais demandé de raccrocher ». Il a tiré une balle contre le mur et a déclaré « Ok tout le monde, j'aurais pu le descendre et je ne l'ai pas fait, mais prenez ça comme une leçon. N'utilisez pas le téléphone ou sinon ça sera votre tour. » Mauvaise pioche pour Suge. Le type qui l'a menacé, un gars de Compton, arrête la première voiture de police qu'il croise et porte plainte. Suge écope d'une mise en probation. Au prochain faux pas, ce sera la prison. Ça a été le premier élément sur son casier. Il a pris 6 ans de probation. Ça a marqué les débuts de sa relation avec la justice criminelle. De son côté, Dre parvient à sortir son album solo, The Chronic.
Aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs disques hip-hop de tous les temps. La galette s'écoule à des millions d'exemplaires. Ce succès, retentissant, impose immédiatement Death Row comme un label majeur et propulse un artiste au flow inimitable et à la réputation déjà sulfureuse, Snoop Doggy Dogg. Snoop était affilié au gang. Est-ce que c'était un criminel endurci? Je ne sais pas. Mais en avait-il autour de lui? Certainement. Et à un moment, vous savez, vous devenez coupable par association. Votre affiliation peut vous attirer un tas de problèmes. Et les ennuis ne tardent pas à tomber sur Snoop Dogg. Quelques mois après la sortie de The Chronic, et alors qu'il prépare son album solo, il est impliqué dans un règlement de compte entre gangs rivaux, lors duquel son garde du corps abat un homme. Mais la chance pour Snoop, c'est qu'il a signé chez Death Row, et qu'à Death Row, à l'image de la mafia, on n'hésite pas à se payer les meilleurs avocats. Même à l'époque où il se faisait des millions de dollars, il dépensait des millions de dollars aussi, juste pour rester en liberté. Grâce à l'entremise du fameux David Kenner, l'avocat associé de Suge, Snoop ressort libre comme l'air et peut s'atteler à l'enregistrement de son album solo, Doggy Style, dont la traduction exacte serait « levrette » en bon français. Coup de génie marketing de Suge, il utilise l'affaire du meurtre de Snoop comme campagne de communication, sulfureuse s'il en est, pour vendre le disque et asseoir la street credibility de Death Row. Avec Suge, le crime devient vendeur. Il a été vraiment malin. Il a obtenu 4 disques de platine juste avec la chanson Murder Was the Case. Nouveau jackpot pour Suge. Doggy Style se vend à 8 millions d'albums, dépassant même The Chronic. Death Row devient le plus gros label des États-Unis et impose les codes qui feront sa fortune. Gun, fric, gang et bombasse. Une vision du monde qui évidemment scandalise l'Amérique blanche et puritaine et provoque une immense controverse, d'autant que l'esprit gangsta rap ne se cantonne pas à l'imagerie et que les liens du label avec les gangs s'avèrent être bien réels et de plus en plus étroits. Depuis son commencement, Death Row était lié au gang des Bloods, et plus particulièrement à la section des Mob Pyro. Mais Suge Knight n'était pas un membre des gangs à la base. Mais au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus représentatif de ce gang. Pour Suge, l'affiliation au gang est un moyen de vendre des disques, en surfant sur la fascination pour les voyous. Il voulait garder contact avec la rue. Il voulait que les gens pensent à lui, à Death Row, comme à quelque chose de dangereux, qui avait un lien avec les gangs, car c'était du gangsta rap qu'il vendait. Et je pense qu'il s'est dit que ces liens avec les gangs l'aideraient à vendre plus de disques. Et ça a clairement marché. Des petits blancs du monde entier achetaient en masse le gangsta rap de Compton. Des gens qui n'avaient aucune connexion avec ça adhéraient au truc, alors qu'ils n'avaient aucun héritage culturel commun. Je suis persuadé qu'il y a eu bien plus de disques vendus à des gamins blancs qu'à des gars du quartier. Au fur et à mesure que Suge développe Death Row et qui lui donne cette image gangsta, il commence à naturellement faire participer ce genre d'individu à son business et se met à lui-même adopter l'image d'un membre des Bloods. Il s'habille en rouge, tout l'intérieur des studios est décoré en rouge, ce qui est la couleur traditionnelle des Bloods. L'image qu'il a créée était comme une image hollywoodienne, qu'il a boostée en s'entourant de vrais membres du gang pour faire croire qu'il était l'un d'eux. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que Suge Knight lui-même devienne réellement une sorte de chef de gang contrôlant de vrais gangsters. Portant de plus en plus ostensiblement les couleurs des Bloods, Suge devient la tête de gondole gangsta du label et choisit de s'entourer de manière systématique de membres du gang. Il avait besoin d'avoir les mecs avec qui il avait grandi autour de lui. Et malheureusement, la plupart de ces mecs étaient liés aux gangs. Et c'est donc eux qu'il a engagés. J'étais policier à l'époque et il m'a aussi engagé.
Il engageait juste les mecs qu'il connaissait depuis toujours, dont il connaissait les mères, les sœurs, dont il connaissait toute la vie. C'est à eux qu'il voulait donner l'opportunité de bosser à ses côtés. Il avait fait passer le mot à Compton que tous ceux qui sortaient de prison et qui cherchaient du travail pouvaient venir le voir. Et donc, il a commencé à engager de vrais gangsters. De très nombreux postes au sein du label étaient occupés par ces types qui n'avaient aucune expérience dans l'industrie musicale et dans la production, et qui étaient juste des membres du gang que Suge Knight avait recrutés pour qu'ils soient auprès de lui. Il faisait ça dans le but de maintenir cette atmosphère de peur, une atmosphère qui lui permettait de faire tout ce qu'il voulait sans que personne ne bronche jamais. Fasciné depuis toujours par l'univers des gangs, Suge se comporte davantage comme un nervi de la mafia, tout droit sorti d'un film de Scorsese, que comme un patron de label classique, et crée autour de lui une aura de terreur. Quand les gens ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, il essayait de les intimider, de leur faire peur. Pareil pour ceux qui voulaient changer de label, il les avertissait ou les menaçait. Il n'agissait pas comme un businessman, mais comme un vrai gangster. Les studios Death Row se trouvaient dans un quartier assez huppé dans la vallée de San Fernando. Mais c'était devenu un lieu où plus personne n'osait aller. Même pas les flics. Suge voulait être Scarface, mais aussi Al Capone, une sorte, une sorte de parrain saisissable. Il voulait être le plus grand gangster noir au monde, avec le gros cigare et tout ce qui va avec. Lui-même était imposant et il avait toute sa horde. Et s'il voulait faire descendre quelqu'un, je suis sûr qu'il lui suffisait d'un coup de fil. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il avait cet aquarium plein de piranhas dans son bureau. Si vous l'aviez vraiment énervé, il vous chopait par les cheveux, vous traînez jusqu'à l'aquarium et il disait maintenant, je vais plonger la tête dedans pour que mes piranhas te bouffent. Soit tu faisais comme il disait, soit il te tabassait. Nouveau parrain musical de Los Angeles, Suge et son entourage interlopent éveillent fortement l'intérêt de la police, qui le soupçonne même à un moment de tremper dans le trafic de drogue. Être directement impliqué dans le trafic de drogue était contre-productif pour Suge Knight, mais les individus qui l'entouraient continuaient à dealer de la drogue. Pas spécialement pour Death Row, mais parce que c'était ce qu'ils avaient toujours fait. Suge Knight et les gangs, c'est au fond un éternel remake, celui du lien indéfectible entre crime organisé et show business. Depuis Frank Sinatra et la mafia italienne, le mob style est né. Une histoire réinterprétée quelques 50 ans plus tard par le gang des Bloods et Suge Knight. Et c'est ainsi que Suge va passer des bas-fonds de Compton à Beverly Hills, où dans des voitures bling-bling comme ça, il va faire du shopping somptuaire. Rien ne lui résiste. Même pas à New York, où le son Death Row s'impose avec autant de force que sur la côte ouest. Là-bas, au même moment, un fougueux rappeur de 23 ans déchaîne les foules. Son nom, Tupac Shakur. Issu d'une famille ayant milité dans les rangs des Black Panthers, il doit son succès à des textes provocateurs. Son seul concurrent dans la grosse pomme a pour nom Biggie Smalls. Au départ, les deux sont copains, et c'est même Tupac qui aide Biggie à démarrer. Money holes and clothes, blunt smoke coming out the nose is all a nigga knows. Flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the cash flow. The neighborhood grave digger getting paid. Mais le 30 novembre 1994, l'histoire dérape méchamment. Tupac est agressé dans un studio new-yorkais et reçoit 5 balles dans le corps. Une tentative de meurtre dont il tient Biggie et son manager Puff Daddy pour responsables. Dans la foulée, Tupac est incarcéré pour 1 an et demi pour une histoire d'abus sexuel. Flairant l'énorme potentiel commercial de Tupac, Suge lui propose alors de l'aider à sortir de prison s'il vient travailler dans son écurie et lui promet d'assurer sa protection. Tupac accepte
Et Suge débourse 1 400 000 $ pour payer sa caution. Il a désormais sous sa coupe les 3 plus grands artistes rap de l'époque. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point Death Row était énorme entre 93 et 96. Rien d'autre n'existait. Bad Boy, le label de Puff Daddy, et Notorious Big ne représentaient presque rien en comparaison. Mais il y avait eu The Chronic, Doggy Style, d'autres albums encore. Et quand All Eyes on Me est sorti, ça a tout écrasé. Il n'y avait rien d'autre. Sorti le 13 février 96, All Eyes on Me, le premier album de Tupac pour Death Row, provoque une véritable déferlante et pulvérise les records avec plus de 9 millions d'albums vendus. L'argent coule à flot. Suge et son nouveau compère Tupac mènent la grande vie. Ils se faisaient tellement de millions de dollars par semaine qu'ils ne savaient plus quoi faire du fric. Quand ils les avaient tous, Snoop, Dre, Tupac, ils n'arrivaient même plus à faire les comptes. C'était des millions et des millions par semaine. Malgré ce succès insolent, l'association entre Tupac et Suge tient de la recette de la nitroglycérine. C'était comme mettre une flamme près d'un bâton de dynamite. À un moment, ça va exploser, c'est sûr. Et quand ça a explosé, ça a été encore plus fort que ce que les gens avaient pu imaginer. Car en signant chez Death Row, Tupac n'a pas pour autant oublié le passé. Bien au contraire, sa rancœur contre Biggie tourne à l'obsession. I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times, and I'm getting raped in jail, wompty, wompty. They just say anything to assassinate my character. What that showed me, remember this lack of a conscience when I come out. Remember this lack of mercy when I come out. Remember this lack of compassion when I come out. Se sentant protégé par l'armada Death Row et poussé par Suge, il se montre de plus en plus agressif et multiplie les provocations et les insultes envers Biggie, se vantant même d'avoir couché avec son ex-copine. Hey, have a good summer. Have a good summer, biatch. La tension monte de jour en jour entre la côte Est et la côte Ouest. D'autant plus que Puff Daddy, le manager de Biggie, s'est rapproché du gang des Crips pour assurer sa protection contre les Bloods de Night. Des Bloods qui, chaque jour, se font plus omniprésents à Death Row. C'était devenu une sorte de culture du gangstérisme. Ils venaient tous armés dans les studios. Beaucoup d'employés se faisaient maltraiter. Il y avait une banque près des studios et ils allaient y importuner les gens. Le climat au sein du label a vraiment commencé à se détériorer et je pense que c'est ce qui a mené à la séparation entre Suge et Dr. Dre. Quand vous êtes lié à une organisation criminelle, ça cause des problèmes. Ces gars essayaient d'intimider, d'harceler certains artistes ou des employés. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Les gens en ont assez et ils disent « je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça ». À l'inverse d'un Tupac qui romantise la culture des gangs, Dre est depuis un bon moment fatigué par l'entourage gangsta de Death Row et par les embrouilles à répétition. Craignant pour sa sécurité et alors que la rivalité entre l'Est et l'Ouest est à son max, il quitte le navire en mai 96 pour aller fonder son propre label. Dre venait de la rue. Il savait ce qu'était la vie des gangs. Mais c'était avant tout un producteur surdoué. Et il a été assez malin pour voir les signes annonciateurs de la chute de Death Row. Il voulait absolument faire une grande carrière. Et il savait que pour avoir un futur dans cette industrie, il fallait qu'il s'en aille. Et ça a été la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dre a eu le nez creux. Car l'histoire de Death Row ne va pas tarder à sombrer dans la tragédie. Las Vegas, 7 septembre 96.
Suge, Tupac et l'ensemble de l'écurie Death Row sont venus assister au match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon. Le genre d'événement a rameuté une bonne partie des gangs de la côte ouest. À la sortie du match, dans le hall de l'hôtel MGM, Tupac repère Orlando Anderson, un membre des Crips, avec qui il a eu un différend. Ni une ni deux, il se jette sur lui pour le tabasser, bientôt suivi par tous ses acolytes de Death Row, Suge compris. Son forfait accompli, la meute se dirige vers la sortie de l'hôtel pour échapper à la police. Quelques dizaines de minutes plus tard, à 23h14 précisément, alors qu'il roule sur le strip dans une Mercedes noire avec Suge à ses côtés, Tupac se prend 4 balles dans le corps. Il décédera de ses blessures le lendemain, à l'âge de 25 ans. Ce soir-là, Suge n'a pas seulement perdu son artiste majeur. En s'associant au passage à tabac d'Anderson, il a aussi violé sa probation. Un acte inconsidéré, sans doute accompli avant tout pour maintenir son statut de terreur. Je crois qu'il a été peu à peu entraîné vers ce que j'appellerais des mauvais comportements, plus à cause des types avec qui il avait choisi de s'entourer que parce que c'était sa véritable nature. Concernant ce qui s'est passé à Las Vegas, si vous regardez bien la vidéo de surveillance, tout le monde tape de bon cœur, mais Suge donne juste quelques petits coups de pied pour la forme. Mais ça a été suffisant pour lui attirer de gros problèmes, car il était en probation. Vous ne pouvez pas espérer qu'une bande de types qui sont des gangsters aguerris vous obéissent au doigt et à l'œil, comme des petits chiens. Si vous ne vous salissez pas les mains, vous aussi de temps en temps. Il faut se jeter dans la bagarre parfois. C'est le seul moyen d'obtenir leur respect. Maintenant qu'elle le tient, la justice ne va pas le rater. Suge est victime de l'image ultra négative qu'il a lui-même créée et se devait de maintenir. Kenner a beau déployer tout son attirail juridique et ses plus beaux effets de manche, n'a été condamné à 9 ans de prison. Le début de la fin pour Death Row. Vous ne pouvez plus dénicher de nouveaux talents si vous êtes en prison. C'est un endroit où personne ne veut venir vous voir. C'est ce qui a entraîné la chute de Death Row, la culture gangsta qui avait été développée et tous les ennuis de Suge avec la justice. Il ne pouvait plus assurer son rôle et il n'y avait personne pour le remplacer. Dre était déjà parti avant que Tupac ne soit tué. Et puis Snoop est parti. Donc vous avez un gars qui est parti avant, un gars qui est mort, Tupac, et puis après il y a Snoop qui s'en va. Parce que plus personne ne voulait être impliqué dans ce désastre. Ces gars-là n'étaient plus des gamins, c'étaient devenus des adultes qui avaient fondé des familles. Ils voulaient vivre. 6 mois après le meurtre de Tupac, c'est au tour de Notorious Big d'être assassiné. De manière totalement identique à Tupac. 4 balles en pleine poitrine alors que son 4x4 était arrêté à un feu rouge. Dès le départ, les soupçons se portent sur Suge, qu'on accuse d'avoir voulu se venger de la mort de Tupac. On sait beaucoup moins de choses sur le meurtre de Biggie Smalls, qui l'a tué et pourquoi, que sur celui de Tupac. Tupac, c'était vraiment la loi de la rue. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Il a tabassé Orlando Anderson, et Orlando Anderson et ses amis Crips l'ont abattu et ont touché Suge par la même occasion. Suge lui-même a été blessé à la tête lors de la fusillade de Las Vegas. Une raison supplémentaire qui aurait pu le pousser à ordonner l'assassinat de Biggie. Un règlement de compte que ses liens étroits avec les Bloods auraient mis à sa portée, même s'il était en prison au moment des faits. Il n'y a pas d'éléments prouvant qu'il l'ait fait, ni qu'il ne l'ait pas fait. Mais beaucoup de gens pensent que Suge
est d'une manière ou d'une autre impliqué dans la mort de Biggie Smalls. Un sentiment largement partagé par Greg Keding, le flic qui a repris l'enquête sur le meurtre de Biggie et de Tupac dans les années 2000. Pour lui, Suge se serait enflammé à cause d'infos erronées impliquant Biggie dans la mort de Tupac. Suite à la mort de Tupac, et au fait qu'il ait été touché à la tête ce soir-là, Suge Knight a été foudrage. Pas seulement parce qu'il avait perdu son artiste numéro 1, mais aussi parce que c'était un de ses amis proches et qu'il avait été lui-même blessé. Et à ce moment-là, des rumeurs ont alors commencé à circuler selon lesquelles Biggie était à Las Vegas ce soir-là et que c'est lui qui avait engagé ses membres des Crips et qu'il avait même fourni le pistolet du meurtre. Ce n'était que des rumeurs de rue, complètement fausses, mais ce sont les informations sur lesquelles Suge s'est basé quand il a décidé de se venger et de faire tuer Biggie. Suite à cette nuit fatale de Las Vegas, Suge passera 5 ans derrière les barreaux. À sa sortie en 2002, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus d'argent, plus d'amis, plus d'appui dans l'industrie musicale. Les années qui suivent sont une longue descente aux enfers pour le pape du gangsta rap. Il était de plus en plus aux abois. Et dans le but de survivre, il a commencé à sortir et à faire pression sur des gens pour qu'ils lui donnent de l'argent. C'était de la pure extorsion. Et ça a donné lieu à des bagarres. Il y a eu plusieurs fois où il s'est fait sérieusement remettre à sa place. On lui a tiré dans la mâchoire en Arizona. Il s'est aussi fait mettre KO dans un club de Los Angeles. Les gens commençaient à se rendre compte que Suge était en fait très vulnérable, qu'il n'était plus ce type super effrayant qui pouvait faire ce que bon lui semblait, mais juste un voyou totalement à la rue, essayant de faire croire qu'il était encore ce type du passé. Pendant que celui qui fut l'homme le plus craint de LA se fait mettre à l'amende par des petites frappes, Dr. Dre n'a pas perdu son temps. Après avoir produit certains des rappeurs les plus importants des années 2000, comme Eminem, il a capitalisé sur sa notoriété pour monter une marque de casque audio qui fait de lui l'un des hommes les plus riches de l'industrie musicale. En 2012, il se lance dans la production cinéma avec le film NWA, Straight Outta Compton. Quand Suge apprend que quelqu'un d'autre va jouer son rôle, son sang ne fait qu'un tour. Il veut sa part du gâteau, alors il prend sa voiture pour se rendre à Compton, lieu du tournage. C'est de Suge Knight dont on parle là. Vous n'allez pas jouer son rôle sans lui reverser de l'argent. C'était vraiment un acte désespéré d'essayer d'extorquer de l'argent sur un film parce que son image y était utilisée. C'est tellement typique de Suge d'aller là-bas et de fourrer son nez sur le tournage d'un film alors que ce n'est pas ses affaires. Il voulait donner son opinion sur la façon dont on allait le faire apparaître dans le film et tenter d'avoir une influence sur le projet. Ce jour-là, Ice Cube et Dre, ses anciens potes et producteurs du film, ne veulent rien lâcher. Ils refusent tout contact avec Suge. Pour le maintenir à distance, ils envoient Clay Sloan et Terry Carter, anciens membres des Bloods, chargés d'assurer les bonnes relations avec les gangs de Compton lors du tournage. Et c'est sur le parking d'un fast-food où Terry Carter lui a donné rendez-vous pour parlementer que les choses dérapent. Sloan s'approche de Suge. Suge recule, lui roule dessus, puis enclenche la marche avant et renverse Terry Carter. Les images semblent parler d'elles-mêmes. Mais un détail dans la suite de la vidéo de surveillance va pourtant faire douter la justice. Quelques secondes après l'incident, un homme retire un objet de la poche de Clay Sloan, comme s'il voulait faire disparaître une preuve. Un flingue, selon les avocats de Suge. Ces mecs étaient armés. Et l'un d'entre eux allait dégainer quand Suge lui a roulé dessus pour se protéger. Qu'il roule intentionnellement sur quelqu'un, j'ai un peu de mal à avaler ça. C'est pas son style. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais apparemment une des victimes avait un flingue et menaçait Suge. Il a voulu s'enfuir et a paniqué.
Ils lui ont tendu un piège. Ils voulaient l'amener à se battre parce qu'il était en probation et que cela l'aurait reconduit direct en prison. Malgré le caractère accablant de la vidéo, il se pourrait donc bien que Shug ait été victime d'un guet-apens et ait avant tout cherché à sauver sa vie. And on the video, Judge, there's no question about this. Mr. Knight was attacked. Shug a donc décidé de vendre chèrement sa peau. Il a beau être passé du rouge des Bloods à un orange Guantanamo, il est toujours entouré de la crème des avocats, dont l'inoxydable David Kenner. Et sa ligne de défense semble loin d'être délirante. Il existe donc une possibilité pour qu'il s'en sorte. Je pense que la fin de l'histoire de Shug n'est pas encore écrite. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en sorte. Il a énormément de chance. Il est comme les chats, il a plusieurs vies. Il a fait plein de mauvaises choses, et pourtant il s'en est sorti et continue à avancer. Et il a sans doute enterré des centaines de millions de dollars quelque part. Shug semble savoir comment s'attirer des ennuis et comment se sortir des ennuis. Qui sait, les choses pourraient marcher à nouveau pour Shug. On n'est jamais sûr de rien dans ce monde de fous. Actuellement incarcéré, Shug attend son jugement et encourt une peine à perpétuité. Après avoir fondé un empire musical, survécu à d'innombrables enquêtes policières et à plusieurs tentatives de meurtre, parviendra-t-il à surmonter cette nouvelle épreuve? La suite au prochain numéro. Le parcours de Shug Knight, c'est finalement celui éternel de ces anti-héros dont raffole la pop culture américaine, comme Tony Montana dans Scarface. De véritables personnages de tragédie grecque, ne pouvant maîtriser leur sauvagerie, et qui, même à l'abri du besoin dans leur grandiose villa, même baignant dans le luxe le plus inouï, se comporteront toujours comme s'ils étaient restés des petits caïds de la rue. Vite oublié le businessman policé, rebonjour le warrior. La rue et ses règles, c'est leur seule loi. Shug Knight, c'était le parfait anti-héros. Et c'était un fécal zéro in Da Street pour 13e rue. Yo!